Bien, quelques mots dans cette présentation sur la théorie de la valeur travail. Et ce qui est intéressant, c'est au cours du 19e siècle, hein, tous les économistes se sont penchés sur cette question. C'est une des questions les plus complexes qui soit, c'est d'où vient la valeur. Et donc, si on commence par ordre chronologique, ça se discute bien sûr, mais eh bien, c'est Adam Smith qui, le premier, en tout cas dans son ouvrage Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, dans le livre 1, et donc il s'interroge sur cette question d'où vient la valeur. Et donc dans une première réflexion, il se demande les choses qui sont utiles, c'est ça qui a de la valeur. Les choses inutiles n'ont pas de valeur, les choses qui sont utiles. Cependant, il s'est heurté au paradoxe de l'eau et du diamant, hein, c'est un grand classique de la littérature, en tout cas dans l'histoire de la pensée économique, en faisant le constat suivant, et c'est Adam Smith qui fait ce constat. L'eau est utile, c'est même vital, sa valeur d'usage est élevée, hein, sans eau on meurt, hein, quelques jours de survie simplement, donc c'est extrêmement utile, mais sa valeur d'échange est nulle. Si vous avez, surtout en Écosse, quelques litres d'eau à échanger, si vous n'avez que ça à échanger sur un marché, vous n'aurez pas grand-chose en échange. En revanche, si on regarde un diamant, c'est Adam Smith qui le dit, un diamant est inutile, c'est-à-dire que sa valeur d'usage est nulle. Ça va se discuter hein, d'un point de vue subjectif, mais en tout cas, objectivement, Adam Smith arrive à cette conclusion, mais sa valeur d'échange est élevée. Et donc, clairement, ce paradoxe, connu encore une fois sous le nom de paradoxe de l'eau et du diamant, va rejeter la théorie de l'utilité comme étant une explication de la valeur des choses. Et donc il lui faut un autre candidat, prétendant candidat, pour expliquer la valeur des choses. Et il faut qu'elle soit quelque chose qui soit objectif. Et cette chose objective, eh ben, ça va être le travail. L'utilité n'explique pas la valeur d'échange, et on va le voir, c'est le travail, la quantité de travail incorporée dans les choses, qui va donner leur valeur. D'où, disais-je, l'adoption de la théorie de la valeur travail pour expliquer les prix. Et donc, un extrait d'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Par exemple, chez un peuple de chasseurs, s'il en coûte habituellement 2 fois plus de peine pour tuer un castor que pour tuer un daim, naturellement, un castor s'échangera contre 2 daims ou vaudra 2 daims. Alors, je ne sais pas pourquoi Adam Smith a pris cet exemple de castor de daim, il n'est pas chasseur, mais enfin voilà, en gros, si un objet, il faut 2 fois plus de travail pour fabriquer un objet A que pour fabriquer un objet B, et ben, l'objet A vaudra 2 objets B, et donc plus un objet vaut cher, et bien plus cela signifie qu'il y a une quantité de travail incorporée plus importante dans le premier que dans le second. Alors naturellement, Adam Smith, il se rend compte à un moment donné que ça a l'air simple, il pense qu'il a trouvé une bonne méthode, la théorie de leur travail. Il se rend bien compte que c'est compliqué d'additionner des travaux de nature différente, hein. On construit une maison, comment additionner le travail de l'architecte, du maçon, du menuisier, ce sont des travaux de qualité différents. Et donc comment est-ce qu'on peut additionner? C'est difficile d'additionner des serviettes et des torchons. Alors il se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, mais enfin voilà, il pense que grosso modo, voilà, c'est la quantité de travail qui va fonder la valeur des choses, et l'ensemble des économistes classiques seront d'accord avec cette théorie, et en étant bien d'accord que, alors avec quelques petites nuances, mais globalement, ils seront d'accord avec cette théorie de la valeur travail. Et il se trouve, au cours du 19e siècle, qu'un auteur a été sensible à cette théorie, Karl Marx, qui avait une assez grande admiration pour les économistes classiques, notamment pour David Ricardo, et donc il va s'appuyer, toute sa théorie va s'appuyer sur la théorie de la valeur travail. Et donc, comme je le disais, Karl Marx a été, en s'inspirant de la théorie de la valeur travail, a été à l'origine d'une théorie, la théorie de l'exploitation, mais qui ne fonctionne qu'en étant en étant basée uniquement sur la théorie de la valeur travail, hein. Il est de ce point de vue-là le dernier des classiques, puisqu'il prend à son compte le compte simplement, il pense qu'il va pouvoir aller plus loin que ces bourgeois qui étaient les classiques, en tout cas certains en tout cas qui l'admiraient comme Ricardo, mais d'autres qui le méprisaient comme Jean-Baptiste Say ou encore Malthus, qui étaient vraiment très critiques contre ces auteurs. Et donc
Quel est le raisonnement de Marx? Le raisonnement dans le tome 1 du Capital, le seul tome dont on soit certain que c'est Karl Marx qui l'a écrit, hein, il y a eu 3 tomes dans le Capital, le premier tome a été publié en 1865, le deuxième en 1885, mais Marx est mort en 1883, donc c'est pas lui qui l'a écrit, c'est son complice Engels qui l'a écrit avec des notes éparses, c'est le tome 3 en 94, et dans le tome 1 du Capital, eh bien, il fait une analyse en quelque sorte microéconomique de la façon dont fonctionne le système capitaliste. Dans le tome 2, ça serait, on pourrait dire, une analyse macroéconomique, et dans le tome 3, une sorte de prophétie de devenir du capitalisme. Alors là, dans le tome 1, celui de le premier tome publié en 65, eh bien, la question que pose Marx, finalement, c'est la question essentielle, c'est si tout s'échange à sa valeur. Si toutes les choses, comme le disent les classiques, et comme il le reprend, la valeur des choses dépend de la quantité de travail, d'où peut venir le profit. Comment est-il possible qu'en échangeant deux choses qui ont la même valeur, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'échange, comment est-il possible que l'un, l'employeur en l'occurrence, puisse faire du profit en payant la valeur du travail d'un ouvrier à sa valeur? Comment est-ce possible? Eh bien, le raisonnement de Marx, il est assez simple. La journée de travail en 1848, je prends 1848, c'était la date de la publication du manifeste communiste, et en 1848 c'est environ 12 heures. Donc ici 0, 3, 6, 8, 10, 12 heures. Et ce que dit Marx, les heures de travail sont de 12 heures, le salarié, l'ouvrier, il est payé à sa valeur. Alors évidemment, à sa valeur, c'est quoi la valeur d'un ouvrier? Tout à l'heure, on disait la quantité de travail. S'il est payé à sa valeur, il doit être payé à la quantité de travail pour fabriquer un ouvrier. Alors attention, il faut s'entendre, qu'est-ce que ça veut dire fabriquer un ouvrier? Quelle est la quantité de travail qu'il faut pour fabriquer un ouvrier? Cette phrase, elle est très étrange. Euh, euh, Fabriquer un ouvrier, d'un point de vue biologique, faut un papa, faut une maman, ça peut être réglé en quelques secondes. Je ne parle pas des 9 mois d'accouchement et des 20 ans, voire plus, pour élever le gamin, mais fabriquer un ouvrier, ça peut être très rapide d'un point de vue biologique. Ce n'est absolument pas ce à quoi pense Marx, naturellement. Il pense à la production sociale d'un ouvrier. Et qu'est-ce que c'est? Et en ce sens, c'est de la sociologie. Qu'est-ce que c'est que la production sociale d'un ouvrier? Qu'est-ce que c'est que la production d'un mode de vie ouvrier? Eh bien, ça va être une nourriture d'ouvrier, il en a besoin, un logement d'ouvrier, des loisirs d'ouvrier, ce qu'on appellera un mode de vie ouvrier. Et là, c'est l'analyse sociologique. Et Karl Marx était sociologue. Et donc, le salaire qu'il va recevoir, c'est un salaire, il est bien payé à sa valeur, c'est-à-dire à la quantité de travail social pour fabriquer un ouvrier. Donc de ce point de vue-là, il est bien payé à sa valeur. Et le profit, d'où est-ce qu'il vient? Il vient tout simplement qu'il y a du surtravail. Sur les 12 heures de travail, 8 heures de travail correspondent au salaire qui sont la valeur, je le répète, d'un travail socialement nécessaire. Et il reste un petit quelque chose qui est la plus-value. Et cette plus-value, eh bien, ça va être quoi? Eh bien, ça va lui permettre d'avoir son taux d'exploitation qui va être le rapport plus-value sur capital variable. Et on comprend que plus la plus-value est importante, si on limite la journée à 12 heures, eh bien, il est évident que le salaire va diminuer, donc le taux d'exploitation va augmenter. Et donc, lorsque la plus-value augmente. Donc, le paradoxe ici, c'est que Karl Marx a une théorie donc à travers le surtravail qui dit que si l'ouvrier est payé à sa valeur, et il ne peut pas en être autrement, dit-il, eh bien il y a forcément un surtravail qui est à l'origine de la plus-value. La question qui se pose donc pour le capitaliste, c'est comment augmenter la plus-value. Bon, en fait, il y a deux façons de le faire. Premièrement, allonger la durée du travail, donc c'est ce qu'il appelle Karl Marx l'augmentation de la plus-value absolue. Donc là, on était à 12 heures de travail tout à l'heure, et bien il suffit maintenant de remettre 2 heures de travail de plus, et donc de garder toujours le même salaire, qui est payé à sa valeur, je le répète, avec ça l'ouvrier il peut se reproduire en tant que classe sociale, en tant qu'ouvrier, et donc la plus-value augmente. Bon, évidemment, là il y a une petite limite, puisque évidemment la fatigue aidant, on ne peut pas faire des journées de 24 heures, donc il pourrait y avoir une baisse de la productivité telle que l'augmentation de la plus-value absolue est une impasse, les journées de travail étaient déjà à 12 heures.
L'autre possibilité, c'est de réduire le travail nécessaire. Alors il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que finalement, la journée de travail elle fait toujours 12 heures, mais faire en sorte que en 2 heures de travail de moins, là où avant, eh bien l'ouvrier puisse produire autant. Alors ce graphique est un petit peu trompeur, mais en fait ça voulait dire simplement que dans le même temps de travail, l'ouvrier va travailler plus. Autrement dit, sa productivité va augmenter. Et si un ouvrier est payé pareil et que sa productivité a augmenté, eh bien la plus-value, elle va augmenter. C'est ça l'augmentation de la plus-value relative. Et naturellement, le capitalisme s'est tourné vers cette orientation. La bourgeoisie, dit Karl Marx, ne peut survivre sans bouleverser constamment les moyens de production. Ce qui veut dire, mais finalement, gagner des gains de productivité. Les gains de productivité vont venir de la remise en cause du système de production, vont venir du progrès technique, de ce que Schumpeter appellera plus tard la destruction créatrice. Je dis plus tard, oui un peu plus tard, il est né Schumpeter la même année que la mort de Marx, en même temps que Keynes d'ailleurs, et donc la destruction créatrice, et donc le système capitaliste est donc condamné à modifier ça. Donc c'est une sorte de constante du capitalisme dont, chez Karl Marx, la cause ultime, c'est de maintenir un certain montant de plus-value. Et c'est la raison pour laquelle cette destruction créatrice est permanente. Et c'est dans le tome 3 du Capital que il y a, sur la base des notes, mais Marx l'avait déjà dit de façon littéraire, le capitalisme est condamné. Et donc dans le tome 3 du Capital, publié en 1894, qu'il y a une théorie du futur du capitalisme et la démonstration en quelque sorte scientifique selon laquelle ce système est condamné. Alors la démonstration elle est assez simple, mais un petit peu de vocabulaire marxiste. Il est condamné ce système par la baisse tendancielle du taux de profit. Le capital, c'est quoi chez Marx? C'est une classe sociale, naturellement, ça va désigner la classe des bourgeois. Mais le capital, ça désigne également le capital constant. Dans le capital constant, qu'on va appeler CC ici, dans le capital constant, il va y avoir des matières premières, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir machines et amortissements, hein, les sommes nécessaires que l'on met de côté pour compenser l'usure de ces machines. Et le capital variable, ça va être le paiement de la main-d'œuvre. Il y a donc à partir de là, à partir de cette définition très simple, qui n'est pas parfaitement novatrice, un concept là qui va être très, très marxiste, en tout cas novateur de la place dans la pensée économique, et qui provient de Marx, qui est le terme de composition organique du capital. Et donc la composition organique du capital, ça va être le rapport entre le capital constant et d'autre part le capital variable. Et donc, on comprend que dans un système capitaliste, comme on l'a dit tout à l'heure, la seule façon d'augmenter la plus-value et la plus-value relative, c'est d'avoir un stock de capital de plus en plus important. Il va y avoir des machines, on va voir qu'il va y avoir une substitution capital-travail de plus en plus importante, qui va rendre les ouvriers qui restent extrêmement productifs, leur productivité va augmenter. Ça, c'est effectivement une des constantes du capitalisme. Et donc, ça signifie, en langage marxiste, que le capital constant, au numérateur, grâce à l'augmentation des machines, va forcément augmenter plus vite que le dénominateur. Donc, la composition organique du capital est condamnée à augmenter. Et je dis bien qu'elle est condamnée à augmenter, mais le mot condamné, c'est Marx qui l'emploie quand il dit la bourgeoisie crée elle-même ses propres fossoyeurs, c'est-à-dire que le bourgeois avide de profit, il ne voit pas qu'en remplaçant des hommes par des machines, il se condamne lui-même, il condamne lui-même son propre système, sa propre idéologie. Et donc c'est une question de patience, hein. Ce système il est condamné, alors évidemment peut-être que de temps en temps on peut accélérer sa chute, mais de toute façon il finira bien par mourir, même si il aura plusieurs façons de résister. Avant de mourir définitivement comme une bête blessée, il peut devenir sauvage, il peut résister, mais enfin le capitalisme est condamné. Et donc la démonstration elle est simple, le taux de profit c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le rapport entre la plus-value, donc ce que le capitaliste gagne, divisé par ses coûts, la somme du capital constant et du capital variable. Si on réarrange cette équation et qu'on divise tout par le capital variable, je vais avoir au numérateur plus-value divisé par capital variable. Si je divise le dénominateur par capital variable, je vais avoir la composition organique du capital, c'est la définition ici, plus CV sur CV, capital variable sur capital variable, ça va me donner 1. Et donc, ça va me donner le taux de profit, c'est le taux d'exploitation divisé par la composition organique du capital plus 1.
Or, on vient de le dire, la composition organique du capital, elle est condamnée à augmenter constamment dans le système capitaliste. Donc là, le dénominateur est condamné à augmenter, ce qui va diminuer le taux de profit. Donc le taux de profit est condamné, c'est ça qui va c'est ça qui va provoquer la chute du capitalisme. Néanmoins, à quoi sert une crise économique? Et voilà pourquoi Karl Marx explique que la crise est une nécessité. Parce que lorsqu'il va y avoir une crise, ça va rendre le capital variable vraiment moins cher. En situation de crise ici, il va y avoir des chômeurs, les salaires vont diminuer, et en période de crise, il va y avoir une substitution travail-capital. Et cette crise, elle est donc nécessaire pour rétablir le taux de profit. Autrement dit, ce que dit Marx, c'est si vous ne voulez plus de crise économique, si vous en avez marre de son cortège de déflation, de chômage et de misère, cessez d'avoir le capitalisme. Le capitalisme ne peut pas vivre en dehors des crises. Et c'était une des explications des cycles juglares, en tout cas du 19e siècle, que Karl Marx a analysé. Il a fait partie de ces auteurs qui ont vu que le capitalisme était inhérent à des crises qui n'étaient plus les crises de type frumentaire qu'on avait déjà observées par le passé, mais le système en lui-même générait des crises. Et donc l'État censé corriger ces crises, non, parfois il peut les provoquer. Et d'ailleurs, pour Karl Marx, l'État est à la solde des dominants, donc il ne faut pas trop compter sur un État keynésien régulateur pour régler ça. Le système capitaliste doit générer ces crises. Donc là, le point à comprendre, c'est que la crise, en diminuant le capital variable, permet une substitution, non pas capital-travail, mais travail-capital. On remplace des machines par des hommes qui coûtent pas cher. Il y a tellement de chômage, et c'est ça qui permet de rétablir le taux de profit. Finalement, tout se passe comme... Ce sera ma conclusion. Ce que dit Marx, finalement, c'est que on peut exploiter un homme, mais on ne peut pas exploiter une machine. Et là, c'est là où il y a un paradoxe dans le système capitaliste, puisqu'on a d'un côté besoin d'augmenter cette efficience productive, mais plus on va augmenter l'efficience productive dans l'analyse marxiste, plus on condamne le taux de profit à diminuer. Voilà, le paradoxe, c'est la prophétie de Marx, qui, je dois dire pour l'instant, d'après ce que je peux comprendre du monde qui nous entoure, on est en 2020, eh bien, il s'est complètement planté, puisque j'ai l'impression que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui, y compris dans la Chine communiste d'ailleurs. Voilà, ça sera le mot de la fin sur cette vidéo. Merci de votre attention.